La résolution d'un problème mathématique peut souvent être décomposée en deux grandes étapes. L'intuition, le fait de se convaincre qu'un résultat est vrai, qu'il paraît logique, et la preuve, la démonstration mathématique rigoureuse et incontestable. La difficulté d'un exercice peut venir de ces deux facteurs. Si l'exercice invite à manipuler des objets que vous trouvez abstraits, pour lesquels vous ne connaissez pas vraiment d'interprétation, ou que les phénomènes abordés sont très complexes, on peut manquer d'intuition sur l'exercice et se retrouver totalement perdu. Mais ces difficultés peuvent aussi venir de l'écriture de la preuve en elle-même. Elle peut nécessiter une maîtrise parfaite du cours et des subtilités autour de chaque résultat, ou alors être très calculatoire et technique. Et si on manque de technique, on peut vite se retrouver noyé dans un océan de symboles. Sur cette chaîne, mon but est de vous aider à améliorer votre intuition sur les exercices, et ce, en apportant une description intuitive de chacun des objets mathématiques, et ce même pour ceux qui peuvent paraître le plus abstraits au premier abord, comme les endomorphismes ou les déterminants. Mais toute cette intuition ne sert à rien en elle seule, et il faut l'utiliser de manière rigoureuse pour faire le lien entre l'intuition et la preuve. Et aujourd'hui, on va exactement se concentrer sur ce lien. On va traiter un exercice pour lequel il est assez simple de se former une intuition, et on va donc se concentrer sur la rédaction efficace d'une preuve à partir de nos observations, et en particulier aujourd'hui pour le choix du mode de raisonnement. Mais avant toute chose, je vous encourage grandement à tenter de traiter l'exercice par vous-même, car c'est toujours la chose la plus formatrice à faire. Et une fois que c'est fait, réussite ou échec, n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo. D'une part pour le corriger, et d'autre part pour des clés de compréhension de ce passage de l'intuition à la preuve, que vous pourrez directement appliquer dans vos exercices. Allez, rentrons dans le vif du sujet et attaquons-nous à cet exercice. Alors cet exercice, c'est un grand classique de première année dans le supérieur, mais certains terminales très motivés peuvent tout à fait le traiter, car il ne nécessite pas beaucoup plus d'outils que ceux disponibles au programme de terminale. On nous parle de f, une application continue et surjective de R+ dans R. Et sans rien de plus, on nous demande de montrer que f s'annule une infinité de fois sur R+. F est continu, donc son graphe est une courbe que l'on peut tracer sans lever le crayon. C'est une définition évidemment très simplificatrice et incomplète de la continuité, mais c'est bien souvent une très bonne première approche pour construire de l'intuition sur des exercices d'analyse de ce type. Ensuite, on nous dit que f est surjective de R+ dans R. Ici, cela signifie que R doit être inclus dans l'image de 0 plus l'infini par f. Or, f étant à valeur dans R, cela signifie simplement que l'image de 0 plus l'infini par f soit R tout entier. Donc f doit atteindre tout R, mais uniquement à partir de R+, à partir de 0 plus l'infini. Donc graphiquement, f n'est pas défini avant 0, et après 0 doit atteindre toutes les valeurs de l'axe des ordonnées, que ce soit positivement ou négativement. Donc voilà, f, une fonction continue, surjective, de R+ dans R. Alors pour comprendre pourquoi ça restreint tellement f qu'elle est obligée de s'annuler une infinité de fois sur R+, on va essayer d'imaginer des fonctions dont l'image est R avec moins d'hypothèses que l'énoncé nous donne. Par exemple, si j'autorise ma fonction à être définie sur tout R, et ben il y a un exemple très simple de fonction continue et surjective. La fonction cube, elle tend vers moins l'infini en moins l'infini et plus l'infini en plus l'infini. Ce qui, par le théorème des valeurs intermédiaires, engendre qu'elle visite tous les points de l'axe des ordonnées. Et en fait, il n'y a rien de spécial avec la fonction cube. N'importe quelle fonction qui va tendre vers plus et moins l'infini en plus ou moins l'infini va faire l'affaire, tant qu'elle est continue. Mais ici, la restriction à R+, fait qu'on ne peut pas utiliser les deux extrémités de l'axe des abscisses pour aller d'un côté vers plus et d'un côté vers moins l'infini. Et ces fonctions, elles n'ont absolument pas à s'annuler une infinité de fois sur R+. D'ailleurs, la fonction cube étant bijective, elle ne s'annule en réalité qu'une seule fois, en x égale 0. Mais nous, on ne dispose que d'un côté de l'axe des abscisses. On ne peut pas aller vers plus l'infini d'un côté et vers moins l'infini de l'autre, car on a un seul des deux côtés. Mais si on joue un petit peu avec l'hypothèse de continuité, ça va pas nous poser problème. On peut s'en sortir avec deux petites asymptotes bien placées. Je peux tout à fait faire tendre f vers plus et moins l'infini, à gauche et à droite d'un point, en lequel on accepte une discontinuité. Mais si f est obligé d'être continu en A, alors la courbe est obligée d'être en un seul morceau, et ce comportement est impossible. Bon, mais alors avec toutes ces hypothèses, quelle manière est-ce qu'il nous reste de construire une telle fonction? Eh bien, il n'y en a plus qu'une seule qui nous vient à l'esprit. C'est de construire une fonction qui, successivement, atteint des paliers de plus en plus haut positivement et de plus en plus bas négativement, et ce en continuant éternellement pour être certain de visiter toutes les valeurs de R. Car comme ça, on est certain d'atteindre les valeurs positives jusqu'à plus l'infini, mais aussi les valeurs négatives jusqu'à moins l'infini. Bon, mais qu'est-ce qui force vraiment l'existence de ces paliers? Eh bien, c'est simplement le fait que si à un moment je décide d'aller visiter toutes les valeurs de 0 à plus l'infini d'un coup, ou inversement avec moins l'infini, j'aurais forcément loupé des valeurs de l'autre signe, ici en dessous du moment où j'ai décidé que j'allais aller vers plus l'infini. Donc pour être certain de ne rien oublier, je suis à un moment obligé
de m'arrêter dans ma lancée vers plus l'infini, de redescendre en commençant une lancée vers moins l'infini, mais qui elle-même va me forcer un moment à remonter pour aller chercher des valeurs plus hautes que mon dernier palier positif, et ainsi de suite, indéfiniment. Et là, le résultat de l'exercice, l'inévitable sort de ce type de fonction, nous saute aux yeux. À chaque montée ou descente, la fonction va devoir croiser l'axe des abscisses, car elle est continue. Et comme la surjectivité implique une infinité de descentes et de montées, elle implique donc une infinité de rencontres entre la courbe de la fonction et l'axe des abscisses. Donc f s'annule bien une infinité de fois sur R+. Alors voilà, cette intuition sur l'exercice, c'est rien de très compliqué, et si vous l'avez essayé, vous êtes probablement arrivé à cette conclusion. Et on va maintenant se concentrer sur les difficultés qui peuvent survenir lorsqu'on essaye de formaliser ce raisonnement. Et pour ça, la première chose à faire, c'est de choisir un mode de raisonnement. En particulier, comme on cherche à montrer une implication, on doit faire un choix entre le raisonnement direct et le raisonnement par l'absurde. Mais alors comment choisir? Alors nous, dans notre raisonnement, ce qui nous a mené à la conclusion que f s'annulait une infinité de fois sur R+, c'est le fait que si la fonction décide simplement à un moment d'aller vers plus ou moins l'infini, eh bien forcément, elle aura oublié de passer par certaines valeurs du signe opposé. Donc, elle va être obligée de redescendre. Et là, c'est important de reconnaître que ce que je viens de dire, c'est exactement la méthode du raisonnement par l'absurde. Quand je dis si f décide d'aller vers plus ou moins l'infini sans jamais redescendre, ce que je dis, c'est en réalité si f décide d'un moment être de signe constant, donc de ne plus s'annuler. Je suppose que f s'annule un nombre fini de fois, ce qui ici est exactement l'amorce d'un raisonnement par l'absurde. Ensuite, on s'est dit que après être devenu de signe constant, il y avait forcément un problème car f n'aurait pas atteint toutes les valeurs de l'autre signe. Donc le raisonnement, c'est que f est de signe constant après sa dernière annulation, ça implique que f n'a pas atteint toutes les valeurs de l'autre signe, ce qui implique par surjectivité que f doit redescendre ou remonter, ce qui implique par continuité que f doit s'annuler une nouvelle fois. Et là, c'est absurde, car on a supposé que le point où f devenait de signe constant était la dernière fois que f s'annulait. Donc voilà, on a maintenant construit un schéma complet du raisonnement. On sait qu'on utilise l'absurde, et on a déjà identifié des grands moments où on va devoir utiliser les hypothèses, la surjectivité et la continuité. Mais évidemment, il reste encore des zones d'ombre. Déjà, comment justifier proprement que, après sa dernière annulation, f n'a pas atteint toutes les valeurs de l'autre signe? Et aussi, comment proprement introduire la dernière annulation de f? Tout ça, c'est des détails techniques auxquels on va répondre en essayant de rédiger la preuve, et qui vont nécessiter une bonne connaissance de notre cours. Bon allez, assez de blabla, on va la rédiger cette preuve. Donc on suppose f une fonction continue et surjective de R+ dans R, et par l'absurde, on suppose que f s'annule un nombre fini de fois sur R+. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est de prouver qu'après sa dernière annulation, f va être obligé d'encore s'annuler. Et quand on dit après sa dernière annulation, c'est simplement pour x plus grand que l'abscisse de sa dernière annulation. On va donc introduire cette abscisse-là. On pose x0 qui est le maximum des abscisses des points d'annulation de f. Cette abscisse x0, elle existe par hypothèse que l'ensemble des points d'annulation de f est fini. Une fois cet indice x0 posé, on veut passer à la phase 3 de notre raisonnement, qui consiste à dire qu'avant sa dernière annulation, donc avant x0, f n'aurait pas atteint toutes les valeurs de l'autre signe. Mais le problème avec ce raisonnement, c'est que ça nous crée deux cas. Le cas où on suppose qu'après x0, f est strictement positive, et le cas où on suppose qu'elle est strictement négative. Dans le premier cas, on va vouloir dire que f va devoir redescendre pour atteindre une valeur plus basse que ce qu'elle n'a atteint sur 0x0, et dans l'autre qu'elle va devoir remonter pour atteindre une valeur plus haute qu'elle n'a atteinte sur 0x0. Donc on pourrait très bien faire une disjonction de cas, mais ça va être un peu lourd étant donné que c'est des cas qui sont totalement miroirs. Il y en a simplement un qui va se baser sur le minimum de f sur 0x0 et l'autre sur le maximum sur 0x0. Et on peut donc totalement essayer de faire d'une pierre deux coups, de régler les deux cas en une seule fois en invoquant les deux bornes. Mais déjà, ces bornes, est-ce qu'on est sûr qu'elles existent? Depuis tout à l'heure, on dit qu'on est sûr que f n'aura pas visité toutes les valeurs positives ou toutes les valeurs négatives avant x0. Mais ça, est-ce que c'est un théorème? Est-ce qu'on peut en être sûr? Eh bien oui, f étant continu sur le segment 0x0 ici souligné en rose, d'après le théorème des bornes atteintes, f est borné sur ce segment et aussi y atteint ses bornes, mais ici ça va pas nous être d'une grande utilité. Donc avant sa dernière annulation, f admet un minimum et un maximum. Si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec ce théorème, n'hésitez pas à vous référer à la dernière vidéo de la chaîne dans laquelle on traite ce théorème en profondeur en expliquant de la manière la plus intuitive possible pourquoi est-il vrai. Donc c'est parfait, on peut bien invoquer des bornes sur f avant sa dernière annulation. Et on va invoquer les deux afin de pouvoir traiter les deux cas du supposé signe constant de f après x0, supposé car on raisonne bien par l'absurde, je rappelle, en un seul et même argument. Donc voilà, on dit que f est continu sur le segment 0x0, donc sous-entendu d'après le théorème des bornes atteintes, il existe un couple de nombres réels petit m et grand m, tel que pour tout x appartenant à 0x0, f de x est encadré par petit m et grand m. Maintenant, l'étape numéro 4, c'est d'utiliser la surjectivité. Comme f est surjective, on sait que toutes les valeurs de
R doivent avoir un antécédent par F quelque part dans R+. En particulier, F doit dépasser grand M, et sur 0x0, on sait que toutes les valeurs au-dessus de grand M et en dessous de petit m ne disposent pas d'antécédent par F. Donc F doit atteindre ces valeurs-là après x0. Dans le cas où F est strictement positive après x0, cela implique en particulier que F doit atteindre toutes les valeurs strictement inférieures à M. Et pour simplifier l'écriture, on peut considérer en particulier petit m moins 1. Et dans le cas où on suppose F strictement négative après x0, on sait en particulier que F doit atteindre grand M plus 1 à un moment. Et on va noter x grand M et x petit m, ces deux abscisses particulières. On dit donc que F est surjectif de R+ dans R, donc il existe un couple de nombres réels positifs x petit m et x grand M, tel que F de x petit m est égal à petit m moins 1, et F de x grand M est égal à grand M plus 1. Et là, le détail important à noter, c'est que ces deux abscisses x grand M et x petit m, elles sont strictement supérieures à x0, car par construction, F n'atteint pas grand M plus 1 sur le segment 0x0, ni petit m moins 1. Et ça, il faut pas oublier de le noter, parce que le but final, c'est de trouver un point x1 qui est strictement supérieur à x0, en lequel F s'annule, car ça contredirait la maximalité de x0. Allez, il est temps de passer à l'étape 5 de notre raisonnement, où la continuité de F va nous permettre de conclure sur l'existence d'un tel point x1. Donc si on suppose d'abord que F est strictement positive après x0, alors on peut supposer que F atteint grand M plus 1 avant d'atteindre petit m moins 1. Bon, mais ensuite, F doit forcément rallier petit m moins 1. Et là, F étant continu sur le segment x grand M, x petit m, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, F doit passer au moins une fois par toutes les valeurs situées entre petit m moins 1 et grand M plus 1. Et en particulier par 0, ce qui nous donne l'existence d'un tel point x1 strictement supérieur à x0 en lequel F s'annule. Et à première vue, il n'y a plus qu'à rédiger ça. Simplement, pour être sûr d'englober aussi le cas où F est négative après x0 et donc atteint petit m moins 1 avant d'atteindre grand M plus 1, on doit considérer le fait que x petit m peut être inférieur à x grand M. On dit donc que F est continu sur le segment x petit m, x grand M, qu'importe le sens dans lequel il s'écrit vraiment, que 0 est situé entre petit m moins 1 et grand M plus 1, et que donc d'après le TVI, il existe x1 appartenant au segment x petit m, x grand M, encore une fois qu'importe son sens, tel que f de x1 égale 0. Donc voilà, on est super content, on a envie de s'empresser de conclure sur la contradiction, mais dans la preuve qu'on vient de rédiger, il manque un détail crucial. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, n'hésitez pas à mettre pause pour le remarquer. Voilà, je vous ai laissé 3 secondes et j'étais même gentil, le détail était souligné en rouge. Dans notre rédaction, on n'a absolument pas justifié cette inégalité. Comment sait-on que petit m-1 est inférieur ou égal à 0? Moi, je peux tout à fait dessiner une fonction de R+ dans R sur un segment 0x0 continu mais qui atteint un minimum strictement plus grand que 1. Et de même dans l'autre sens. Donc ici, comment on peut vraiment savoir que 0 est situé entre petit m-1 et grand M plus 1? Eh bien pour la simple et bonne raison que f de x0 est égal à 0. Donc évidemment, son minimum sur le segment 0x0, il va être plus petit que 0. Et de même, son maximum va être plus grand que 0. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ce détail, il nous a jamais sauté aux yeux quand on essayait de construire une application f qui répondait aux hypothèses de l'énoncé. Et ça, c'est parce qu'on a directement imaginé une application qui passait bien en dessous et bien au-dessus de l'axe des abscisses en s'annulant quelques fois, car elle suivrait dès 0 un processus qui lui ferait atteindre des valeurs strictement positives et strictement négatives de plus en plus grandes. Et c'est là le piège du dessin. Si on avait dessiné cette fonction, on se serait directement rendu compte de ce détail. Ce qui nous rappelle que même une fois que l'on a construit une intuition solide sur le phénomène mis en exergue par un exercice, on se doit d'être attentif à chaque détail lors du passage de cette intuition à la rédaction de la preuve, au risque d'oublier et de justifier certaines inégalités qui pourraient nous coûter cher. En particulier, le dessin est une excellente aide, mais il ne met pas forcément en lumière tous les petits détails du problème. Et pour efficacement passer de l'intuition à la preuve, on doit prendre notre temps, ne pas hésiter à revenir sur notre dessin ou en faire d'autres pour s'assurer qu'on s'attarde bien sur chaque détail du raisonnement. Au final, pour boucher ce trou dans notre preuve, il nous suffit d'ajouter un petit argument après la définition des bornes petit m et grand M, qui est que comme f de x0 est égal à 0, petit m est strictement inférieur ou égal à 0, et grand M est strictement supérieur ou égal à 0. Et maintenant, on peut enfin conclure. F s'annule en x1, mais x1 est situé entre x petit m et x grand M, donc x1 est strictement supérieur à x0, ce qui contredit la définition, la maximalité de x0, qui est censé être le plus grand point d'annulation de f. Et ça, c'est absurde. Donc f s'annule une infinité de fois sur R+. Au final, on a bien respecté les 5 étapes de raisonnement qu'on a intuitées, mais on a dû faire attention à plusieurs petits détails sur la route. Et pour ça, il ne faut pas se presser et constamment réévaluer notre intuition au fur et à mesure que l'on rédige la preuve. D'ailleurs, en parlant d'intuition, est-ce que vous pouvez me trouver
isoler une telle fonction continue et surjective de R plus dans R? N'hésitez pas à faire vos propositions en commentaire. Si vous avez tout compris à l'entièreté du déroulé de cette vidéo, félicitations, vous disposez maintenant de clés pour construire une intuition solide et l'appliquer à la rédaction efficace de preuves. Mais n'oubliez pas que tout ça n'existe pas si l'on n'a pas l'intuition sur les objets que l'on manipule. Les fonctions continues en général on connaît, on aime bien, et c'est un réflexe assez courant que de s'essayer à des raisonnements graphiques et intuitifs sur des exercices manipulant ce type d'objet. Mais à terme, votre but devrait être de développer une intuition aussi solide sur les fonctions continues que sur les objets les plus abstraits des mathématiques des 2 premières années dans le supérieur, afin de pouvoir appliquer ces raisonnements à quasiment tous les exercices que vous rencontrerez. Et bien évidemment, Isomath est là pour vous aider dans cette quête. Alors si vous voulez continuer à construire votre intuition mathématique, et ce même sur les chapitres les plus complexes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo à toute personne à qui elle pourrait être utile. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine sur Isomath.